Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. What is bus? What is a Guatemalese? What is bus? What is a Guatemalese? Bonjour à tous et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui nous allons fêter un anniversaire, celui du Centre Pompidou qui est juste derrière moi et qui fête ses 15 ans. Rappelez-vous, en mai 2010, le public se pressait en nombre, venus de toute la grande région, mais également du nord de l'Europe, d'Angleterre et parfois même d'Australie, pour admirer cette architecture incroyable signée Shigeru Ban et Jean de Gatine, et pour également s'immerger dans une exposition exceptionnelle, chef-d'œuvre. 15 ans plus tard, et bien voilà qu'à nouveau une exposition hors norme voit le jour, dimanche sans fin. On la doit notamment au co-commissaire d'exposition Maurizio Catalan, artiste italien sulfureux, qui a mis en regard ses œuvres, une quarantaine de ses œuvres, avec 400 créations, œuvres, chefs-d'œuvre du Centre Pompidou Paris. Aussi, ce que je vous propose, bien sûr, c'est de faire une visite de 26 minutes pour découvrir cette incroyable exposition. Et puis, on remontera le temps également pour revenir ces 15 années et fêter cet anniversaire dignement. Allez, bienvenue. Anne Horvat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes la responsable du pôle programmation ici. C'est ici que tout démarre quand on entre au Centre Pompidou-Metz. Tout de suite, on est pris de vertige avec cette architecture assez incroyable. Je dis que c'est le point de départ ici parce qu'effectivement, quand on arrive, donc on est pris de vertige, on est ébloui par l'architecture. Et puis, il y a ce forum. Vous me le disiez en aparté, il a évolué au fil du temps. On y retrouve maintenant des œuvres d'art, comme ici. Absolument. C'est un espace, en fait, comme à peu près tous les espaces du centre, que ce soit les terrasses des galeries ou vraiment tous les espaces, les recoins que Shigeru Ban avait imaginés comme des espaces d'exposition. Ouais. Bien sûr, c'est un espace un peu plus compliqué que les autres pour des raisons déjà climatiques, pour des raisons pratiques aussi à investir. Mais ces dernières années, on s'est vraiment tenu à l'occuper, en fait, à l'offrir à des artistes parce que c'est aussi un espace incroyable, très monumental, qui joue avec l'intérieur et l'extérieur. Et on l'a occupé avec des pièces très différentes. Annette Messager, par exemple, avec ses animaux hybrides qui étaient suspendus comme ça dans le forum. Au Monde Opéra Monde, on a eu cet énorme décor d'opéra avec King Kong de Malgorzata Cześniak. Et puis aujourd'hui, une réactivation d'une œuvre de Maurizio Catalan dans le cadre de l'exposition Dimanche sans fin. Parce que l'exposition, elle se déploie dans tous les espaces du centre, mais elle commence vraiment aux portes du musée avec cette œuvre en fait, qu'il a imaginée en 2010 pour un lieu très particulier puisque c'est la place des Affaires à Milan. Il fait quand même un doigt d'honneur, alors il coupe les doigts. Voilà, c'est un doigt d'honneur dont les doigts sont coupés, mais le fait que les doigts sont coupés, on s'en aperçoit pas forcément tout de suite, surtout du point de vue où on se trouve là où on est un petit peu en contre-plongée. Originellement, la sculpture est en marbre de Carrare. Oui. Ça renvoie en fait vraiment à l'architecture néoclassique de la place des Affaires à Milan. Oui. Et le marbre de Carrare, c'est vraiment Michel-Ange. Ça nous renvoie à toute une histoire aussi de la sculpture de la Renaissance qui est assez fascinante. Et plus proche de nous, ça renvoie à une autre pièce de Catalan qui s'appelle Ave Maria, dans laquelle il fait aussi déjà référence au salut nazi. Et ici, en fait, ce doigt d'honneur, ça peut être un doigt d'honneur à la finance. Évidemment, on est en 2010, donc on est après la crise financière. Mais chacun peut y voir aussi d'autres significations. Et cette mise en garde contre la montée du fascisme, elle se lie aussi ici dans le forum. Le forum, c'est un espace par définition qui est un espace de dialogue, d'échange. Oui. Et
Il y a une pièce qui dialogue avec l'œuvre de Maurizio Cattelan, c'est cet auditorium de Franz West. Vous pouvez vous asseoir, on peut s'asseoir. Franz West, c'est un artiste qui a beaucoup réfléchi autour justement de l'objet exposition, en essayant en fait de ne plus nous offrir des œuvres à regarder mais à expérimenter. Il parle d'objets comme d'adaptateurs entre l'art et la vie. Et ici, en fait, les visiteurs sont vraiment invités à se faufiler entre les canapés, à s'installer pour contempler l'architecture du centre, pour regarder réfléchir sur cette œuvre de Maurizio. Voilà, réfléchir sur l'œuvre de Maurizio Cattelan, ou tout simplement en fait entamer une discussion et être dans un autre rapport qui est un rapport frontal ou de contemplation à l'art, mais un rapport qui est davantage de l'ordre de l'échange. Oui, oui. Ce centre Pompidou, pour revenir un petit peu à son histoire, c'est un lieu extraordinaire parce que c'est la première institution décentralisée, culturelle décentralisée. Elle a tout de suite rencontré son public. Aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de visiteurs, je crois, en 15 ans qui sont venus ici. On le doit à la qualité de la programmation. Alors comment elle se construit, comment elle s'est construite au fil de ces 15 années ? L'idée, évidemment, c'est de programmer des expositions qui sont originales et qu'on n'a jamais vues ailleurs. Alors, par exemple, quand on programme des monographies, c'est à la fois de mettre en avant des grands artistes modernes qu'on pense connaître, mais dont on essaye de découvrir un autre versant. Donc, c'était le cas, par exemple, de Fernand Léger, de Chagall, d'André Masson, un petit peu Suzanne plus proche Valadon. de nous. Alors Suzanne C'était Valadon, pas une en fait, c'était une monographie, mais Suzanne Valadon, personne ne la connaissait avant l'expo quasiment. D'accord. Enfin, en tout cas, Était aujourd'hui, méconnue. elle était méconnue. Voilà. Mais justement, ça fait partie de nos axes aussi vraiment phares, c'est de mettre à l'honneur des artistes dont on pense que le travail est vraiment fondamental dans l'art du XXe siècle, mais qui n'ont pas encore eu de grands hommages à travers des rétrospectives majeures. Et c'est le cas de Suzanne Valadon, qui depuis est une star internationale, puisque suite au succès à Metz, l'exposition a voyagé à Nantes, à Barcelone, à Paris actuellement. Mais c'est aussi le cas, par exemple, de l'exposition Eva Epli, qui était, je pense, une découverte pour la plupart des visiteurs et qui a été une rencontre assez saisissante aussi pour eux. Donc c'est la partie vraiment autour des artistes monographiques. Et puis je pense que ce qui fait notre particularité et notre force, c'est de continuer à proposer des grandes expositions thématiques. C'est le cas depuis l'ouverture, un chef-d'œuvre pour commencer évidemment. C'est aussi des grandes traversées historiques avec certaines de ces expositions qui sont entièrement basées sur la collection du Centre Pompidou, qui sont des projets plus longs et qui permettent aussi au public de s'approprier en fait les expositions, d'y venir et d'y revenir, d'y voir quelque chose de différent à chaque fois. Ces dernières années, on a vraiment eu à cœur aussi de donner des cartes blanches, que ce soit Green and Draxet, Katharina Grosse, Kerry Swin-Evans, qui sont trois propositions vraiment très différentes qui permettent en fait aux artistes d'expérimenter le Centre Pompidou-Metz comme un terrain de jeu et d'expression vraiment unique, parce que tous ces artistes en fait ont vraiment pensé leur projet pour le lieu. Et Shigeru Ban en fait, qui vient très régulièrement nous rendre visite, est toujours très touché en fait de voir que son bâtiment n'est pas là juste pour accrocher des tableaux, mais aussi pour accueillir la vie insufflée par les artistes. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi ça qui donne toute son énergie. Quelles sont peut-être les expositions qui ont rencontré le plus de succès justement au cours de ces 15 dernières années ? Je crois que, en tout cas, ces 5 dernières années, c'est Valadon en termes de succès public, de bouche à oreille, de popularité, d'enthousiasme. Évidemment, chef-d'œuvre a été un succès phénoménal à l'ouverture, et il y a eu des grands jalons. Je pense que Archimboldo, au sortir du Covid, en fait, c'était une exposition extrêmement attendue aussi parce qu'on avait tous envie de revoir de l'art et que c'était un projet exceptionnel de par sa nature. Qui a fait venir des chefs-d'œuvre de partout dans le monde et qui a eu un grand succès public. Oui, ça dit bien que l'art est essentiel. Je propose qu'on fasse un petit tour tout en haut, parce que je crois que alors on parlait de transformation, de ce forum qui maintenant accueille des œuvres, mais il y a également maintenant, je crois, le toit qui accueille également des sculptures, des pièces. L'idée, en fait, c'était aussi de prolonger l'exposition Dimanche sans fin sur les toits des galeries avec des œuvres que vous reconnaissez peut-être parce qu'elles sont habituellement présentées sur la terrasse en fait, du niveau 5 au Centre Pompidou à Paris. C'est une architecture
qui s'inspire d'un grand architecte qui s'appelle Aldo Van Eyck, qui a créé un pavillon de sculpture dans les années 60, qui a été reconstitué assez récemment et que vous pouvez visiter aujourd'hui au Kröller-Müller à Otterlo, et qui fait vraiment partie du vocabulaire de nos scénographes qui sont bergers et bergers. Et ici, quand vous visiterez l'exposition, vous pourrez retrouver en fait ces lignes courbes qui viennent ponctuer le parcours en galerie 1 et qui se déploient comme ça, comme par magie sur le toit de la terrasse. Eh bien, merci beaucoup. Comme vous me parlez de découvrir l'exposition, moi, ce que je propose, c'est de retrouver tout de suite Chiara Parisi. Je crois qu'elle m'attend dans la grande nef. Dans la grande nef, Donc, je vais absolument. la retrouver de ce pas. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Merci. Chiara Parisi, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous retrouver ici, dans la Grande Nef. Cette Grande Nef, elle est un petit peu mythique au centre Pompidou-Metz. Oui, c'est le plus grand mur, c'est lui où il y a Fader aujourd'hui, cette grande peinture. Hein, Oui. Et en effet, c'est un grand dessin. Et de Maurizio Cattelan, c'est les murs les plus hauts d'accrochage dans les musées en Europe. Et la Grande Nef, oui, il a quelque chose de très étrange et séduisant, Oui. parce qu'il a une structure comme c'est une structure presque industrielle, comme un grand auditorium, et un grand hall aussi, et en même temps, on a une autre aussi galerie qui est très étrange et très particulière, qui est la galerie 3, qui donne sur la cathédrale. Donc c'est vraiment toute la génialité des Shigeru Ban et Jean Degatini qui commence par la Grande Nef. Oui. Alors pour cette exposition, Dimanche sans fin, pour cet anniversaire, les 15 ans, on a la sensation de vivre un deuxième chef-d'œuvre. Ah, C'est une exposition hors norme encore que vous nous proposez là. Oui, c'est une exposition qui regroupe 400 œuvres de la collection du centre, donc c'est monumental. Et on a invité cette grande figure, un grand artiste vivant, un des plus grands artistes vivants, qui est Maurizio Cattelan, pas uniquement être artiste dans l'exposition, mais aussi être co-commissaire avec nous. Donc c'est lui qui a inventé un peu le concept de l'exposition Dimanche sans fin. Il a défini l'idée de l'abécédaire et choisi les œuvres qui pour lui sont les plus parlantes pour une collection importante comme celle de Pompidou. Qu'est-ce qui représente pour vous Maurizio Cattelan, justement? Parce qu'on le voit comme un artiste à la fois provocateur, engagé, subversif. Oui. Il n'est pas provocateur. Quand il est sorti dans les années 90, on disait qu'il était provocateur. C'était un peu un personnage de la commedia dell'arte italienne. On ne savait pas si c'était très sérieux ou très ludique ou très humoristique. En effet, il a toujours porté quelque chose de très complexe, que c'est des valeurs vraiment universelles, comme par exemple la violence, l'opposition au non à l'autorité. Et si c'était que provocateur, il serait terminé, sa présence aurait balayé après un an. C'est un artiste qui, depuis 30 ans, elle est capable de nous donner lieu à des œuvres qui sont très, très importantes dans l'histoire de l'art et des choses plus événementielles, comme la fameuse banane scotchée au mur, qui s'appelle Comedian. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Elsa. On a là, derrière vous, quelque chose d'assez impressionnant aussi, un chat gigantesque. En fait, les œuvres de Maurizio Cattelan, elles dialoguent avec les œuvres du Centre Pompidou-Paris. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Ça se répond, ça communique, ça dialogue. Absolument. Et ça dialogue grâce à cette idée d'abécédaire. C'est-à-dire Cattelan, elle a imaginé que plutôt qu'avoir des catégories comme nature morte, portrait, paysage, là, elle a créé ce qui est le plus simple. Pour un être humain, c'est-à-dire un abécédaire. Donc il y a un côté qui est un peu lié à l'enfance, ça c'est vraiment très Cattelan, et d'un autre côté c'est clin d'œil au grand philosophe français qui est Gilles Deleuze. Donc il y a des éléments, cet abécédaire est composé par 27 lettres, 27 définitions, ils définissent la catégorie. Par exemple ici avec Félix, Félix c'est un chat mais hors norme. C'est une œuvre donc du jeune Maurizio Cattelan, du plus jeune Cattelan. Dès qu'on arrive dans la Grande Nef, on ne comprend pas si on est dans un musée d'histoire naturelle ou vraiment on va voir la collection de son Pompidou. C'est ça qui est exceptionnel. Donc cette exposition montre tout aussi la versatilité, la complexité, la sophistication de cette grande collection. Ouais. Vous parlez de l'abécédaire, on peut se promener un peu. Effectivement, il joue avec ses lettres et par exemple, il va dire avec le J, je est un autre, voyage au bout de la nuit pour faire référence à Céline. Comme art des familles. Et cinéma, lui parle, voilà, et lui parle de sa famille. Donc c'est presque un grand roman, presque un roman autobiographique
ou cet artiste qui est très célèbre pour ce côté événementiel, c'était un peu hors norme et tout, il se présente comme un artiste profondément humain, un grand philosophe, et tous les sujets qu'il aborde, c'est des sujets qui nous touchent profondément. Par exemple, ici, nous sommes dans la catégorie « J'ai un autre ». Donc, j'ai un autre, et tu as donc les autoportraits des artistes, où on voit bien comme l'artiste n'est jamais lui-même. Par exemple, la grande artiste d'Israël, il s'est fait avec, donc il a son profil, qu'il a un profil classique, comme on peut retrouver son profil dans une médaille classique gréco-romaine, en quelque sorte, mais il est composé par un parapluie. Donc il y a des œuvres hyper contemporaines et d'autres beaucoup plus classiques qui vraiment font partie du début du XXe siècle, comme on a des très beaux Bacon qui sont dans l'exposition. Comme vous avez cette chance de pouvoir puiser dans le fond du Centre Pompidou à Paris, là on va retrouver André Breton, Malevich. Oui, voilà, absolument. Wayne Ping, Fabrice Sibert, on a des Bacon, on a des Vlaminck, très très beaux, du Buffet, Richter, Severini. C'est sans interruption, chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, qui forment vraiment l'histoire de l'humanité. C'est ça qui est puissant. C'est-à-dire c'est une histoire de l'art qui est vraiment cousue sur nous, qui part de nous, de notre famille, de nos dimanches, sans avec famille, de notre engagement politique ou poétique, de ce qui se passe dans les dimanches de l'être humain, en quelque sorte. Et c'est un mot aussi qui parle à beaucoup de monde. C'est un mot très populaire, très pop, en quelque sorte. What do you like to do on Sunday? Dreaming about the next one. Thank you. Le fait que cette exposition elle puise donc dans le fond du Centre Pompidou Paris, est-ce que vous pensez que ça va faire venir d'autant plus de monde qu'aujourd'hui le centre est fermé à Paris et ça pour 5 ans? Est-ce que ça va avoir, vous le sentez, une incidence sur la fréquentation? Absolument. Sûrement, on va voir cette évolution de notre fréquentation, aussi parce que Pompidou Paris, il fera tout pour créer cet échange. C'est vraiment pour eux, c'est un grand atout d'avoir le Centre Pompidou-Metz, on a les 700 Pompidou dans le monde, à être conçu vraiment comme un Centre Pompidou-Metz. Nous n'avons pas une antenne. Nous n'avons pas un annexe, nous avons donc, grâce à Laurent Lebeau, à tous les élus, le territoire, et à Yagon, toutes les personnes qui ont participé vraiment à sa création, quelque chose d'indépendant, en même temps qui serait fait à l'éthique, à l'engagement du Centre Pompidou. Donc on va avoir sûrement beaucoup plus de public, aussi un public diversifié. Oui, moi j'ai eu un peu peur là, parce que je viens de voir. C'est le jeune Catalan. Parce que Catalan s'est divisé en deux en quelque sorte. Il y a le Maurizio Catalan avant les années 2000. Il y a par exemple Jean-Paul II terrassé par la météorite. Les météorites. Oui, voilà. Et après il y a celui avant les années 2000 qui est constitué de beaucoup de lui-même, de l'artiste, qui se promène comme un enfant de 3 ans. Il est en contact avec les visiteurs. C'est une œuvre qu'il a fait pour la Biennale de Venise. Donc c'était très étrange de trouver cette Catalane, déjà très célèbre, qu'il s'est promené comme ça dans les jardins de la Biennale de Venise. Cette chose étrange qu'il lui pose dans la normalité des personnalités et de ses œuvres. Peut-être pour terminer, il y a une œuvre en particulier qui vous émeut particulièrement là, dans cette exposition Dimanche sans fin. Fader, c'est une grande fresque. C'est une fresque, ce n'est pas une photographie, donc c'est fait tout à la main, au crayon. Et son Là, c'est au crayon? Oui. Ah, ça n'est pas une photo? Non. Incroyable. Non. C'est peut-être les pieds de l'artiste, de Catalan. C'est une référence très forte à l'histoire de l'art, parce qu'on peut retrouver par exemple les pieds del Mantegna, del Cristo mort de Mantegna, donc c'est un artiste de la Renaissance italienne, mais aussi du Caravage. L'un des figures qu'on retrouve dans un grand tableau du Caravage. Donc l'œuvre est dédiée au père de l'artiste, à Fader, en tous les cas à toutes les figures qui traversent le monde et sont en difficulté. Donc c'est peut-être un autoportrait en même temps une grande analyse de la condition humaine. À quelques pas de là, Maurizio Cattelan fait montre d'ironie avec The Wrong Gallery, la plus petite galerie au monde. En activité de 2002 à 2005 à New York, cet espace de 2,5 mètres carrés va accueillir un nouvel artiste chaque mois. Sidi Valfila est le premier d'entre eux. Pour moi, c'est une émotion parce qu'il y a un petit espace mais avec un grand concept. Et c'est une manière de mettre l'œuvre dans une manière d'intimité. D'être protégé par une sculpture. Et il y a quelque chose qui représente aussi
une espèce de consacrer l'image, consacrer l'art, quelque chose d'important comme un reliquaire, non? Quelque chose là qui n'est pas pu toucher. Il y a toute cette atmosphère qu'on peut créer avec ce travail, avec ces concepts. On est plus attentif. Plus attentif, c'est quelque chose qu'on met là, comme les choses, c'est beaucoup précieux. Une exposition dans l'exposition, en somme, qui, comme l'ensemble des œuvres de Catalan, va surprendre et interroger le public, toujours plus nombreux. 5 millions de visiteurs en 15 ans, dont plus de 300 000 en 2024. Le public du Centre Pompidou-Metz, on sait maintenant que sur ces dernières années, il est très régional et local. Oui. C'est vraiment une réussite de l'ancrage territorial du Centre Pompidou-Metz parce qu'on comptabilise 77% de notre public qui vient du Grand Est, dont 40% qui vient de Moselle. D'accord. On a un quart de nos visiteurs qui résident à Metz, en fait. Donc, il vient principalement de là. On a un quart de nos visiteurs qui viennent de l'étranger et une partie, peut-être 15%, qui vient aussi d'Île-de-France et d'un petit peu partout ailleurs en France. Et ce qui est bien, c'est que vous avez réussi, au fil du temps, à rajeunir ce public. Je crois que la moyenne d'âge, aujourd'hui, c'est 36 ans. Oui, la moyenne d'âge, aujourd'hui, c'est 36 ans. Quand il y a 10 ans, ou même environ 10 ans, c'était plutôt 47, 48 ans. Ouais. Donc c'est considérable et le rajeunissement, enfin le renouvellement générationnel des publics, c'est vraiment un enjeu très important pour un lieu comme le nôtre. Et ça joue alors évidemment sur la programmation, parce qu'on a eu ces dernières années une programmation qui, entre l'exposition sur la science-fiction, les bords du possible, l'exposition world building sur les jeux vidéo, les cartes blanches données à des artistes contemporains, etc., c'est vraiment une programmation qui attire beaucoup les jeunes publics. Et puis aussi un développement de l'action culturelle autour des ateliers, des dispositifs participatifs, des conférences, spectacles vivants, tout ce qu'on peut faire aussi de performance avec une scène plus jeune, plus émergente aussi, de l'art contemporain qui attire, qui fidélise. Et aussi, c'est vrai que le Centre Pompidou-Metz, il a 15 ans et ce qui est assez beau, c'est que là, je pense ce week-end, on va avoir des gens qui sont venus quand ils étaient petits et qui maintenant viennent avec leurs enfants pour les visites doudou, les visites en famille, etc. Il y a vraiment un attachement, je pense, du public local à ce lieu. Aussi parce qu'il y a eu une action qui s'est faite pour les écoles, pour les petits, pour vraiment tous les gens qui habitent ici. On voulait qu'ils fassent de cet endroit-là un peu leur maison et je crois que le pari est réussi. Et toutes ces actions, finalement, elles sont menées aussi pour aller chercher un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au musée. Comment on fait pour les convaincre? Alors, il y a des gens qui ne sont pas encore venus au Centre Pompidou-Metz, évidemment. Le levier principal, c'est l'école. Et on a vraiment un travail très étroit avec le rectorat, avec l'Académie de Metz-Nancy. Le deuxième levier, c'est aussi d'aller vers les publics. Donc, c'est-à-dire que nous, on met en place des visites virtuelles aussi pour, par exemple, des gens qui sont en soins palliatifs à l'hôpital. On travaille avec l'hôpital Robert Schuman, par exemple. On travaille aussi avec des EHPAD, avec tous ces publics qui sont empêchés ou éloignés de la culture. Et là, dernier en date, c'était notre projet qu'on a fait justement pour l'exposition dimanche avec les détenus du centre pénitentiaire de Metz-Queuleux. On a formé des détenus à la médiation, on les a formés à cette exposition et une fois par mois, sur autorisation de sortie évidemment, ils vont venir faire la visite avec des groupes de visiteurs du centre Pompidou-Metz. D'accord. Alors on parle de médiation, on va aller faire un petit tour ici pour découvrir une œuvre emblématique de Maurizio Cattelan. Il s'agit de Comedian. Oui. Je crois que cette œuvre, cette banane scotchée, elle a été vendue à plus de 6 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's en 2024. Comment est-ce qu'on fait quand on est médiatrice pour expliquer cette œuvre au public? Alors là, je dois dire que c'est un très très bon exemple pour nous parce qu'on sait d'une part que cette œuvre, tout le monde la connaît. Donc on est assez content de la voir justement dans cette exposition pour montrer ce que ça donne aussi quand on explique les choses, etc. C'est un peu devenu l'icône pop de notre campagne parce qu'elle est partout sur les affiches, sur les cartons, diffusion, etc. Et donc là va vraiment se créer un échange et c'est ça qui est très beau dans la médiation, c'est toutes les questions sont bonnes et on a le droit de pas être d'accord. L'important, c'est de se poser des questions. Et je crois que cette banane, elle a cette force-là. C'est en effet de convoquer l'histoire de l'art, la nature morte. Mais ce qu'elle convoque surtout, c'est qu'est-ce qui fait une œuvre d'art et qu'est-ce qui a sa place dans un musée et qu'est-ce que nous, en tant que public, on attend d'une œuvre d'art. C'est parfois beaucoup plus facile de contempler un tableau que de regarder ça, évidemment, parce que ça nous oblige à nous rendre compte qu'on a des attentes vis-à-vis d'une œuvre d'art et donc on a des attentes vis-à-vis d'un artiste et qu'on bloque quand il ne nous donne pas exactement le contrat qu'on attend de lui et donc il nous oblige à nous poser des questions. Et en ça, c'est une banane sur un mur, c'est 1 million de questions et donc pour un médiateur ou une médiatrice, c'est la boîte de Pandore de la médiation, quoi.
Les médiateurs et médiatrices qui ont un vrai plaisir à partager leurs connaissances avec les visiteurs. Aussi n'hésitez pas à les solliciter, que ce soit pour l'exposition Dimanche sans fin que pour les expositions à venir. Le 8 mai, on ouvre également une nouvelle exposition participative de Marina Abramovic dans le Papertube Studio qui est juste derrière nous. Activité profondément méditative où l'artiste qui est vraiment à l'avant-garde de la performance depuis les années 70 et 80, ici nous propose une de ses performances emblématiques qui s'appelle Counting the Rice, donc compter le riz où on sépare de manière très minutieuse, de manière très patiente les grains de riz des lentilles. Et puis la programmation continue avec l'exposition Copiste, qui est une exposition assez exceptionnelle où on a invité 100 artistes à venir copier une œuvre au musée du Louvre. Et puis à la rentrée, le 1er novembre, on va consacrer une grande exposition à Louise Nevelson, dont je suis commissaire, qui est une artiste d'origine ukrainienne qui a passé toute sa vie aux États-Unis et qui, elle, en fait, a inventé les installations à la fin des années 50, avant même qu'on utilise ce terme. Et donc l'exposition va être comme ça une grande plongée dans son univers sculptural des années 40 aux années 70. L'envie, c'est de nous émerveiller, provoquer, nous faire réfléchir. Absolument, ouais, de prendre beaucoup de plaisir. Oui, c'est avant tout. Beaucoup de plaisir à la découverte parce que la programmation elle est aussi construite pour donner à voir et à expérimenter des choses très différentes. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de surprises à venir fêter cette 15e année du Centre Pompidou-Metz. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. Merci à vous. Merci. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bons plans, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg.